Alors pour H2S, donc si on applique la formule, la charge à la molécule c'est 0. Il y a 2 hydrogènes, donc 2 fois le nombre d'oxydation de l'hydrogène, plus le nombre d'oxydation du soufre. Donc ce qu'on cherche, c'est lui, donc le nombre d'oxydation du soufre, c'est moins 2 fois le nombre d'oxydation d'hydrogène. Et on sait que dans la plupart des molécules, le nombre d'oxydation d'hydrogène, c'est plus 1. Donc moins 2 fois plus 1, ça fait moins 2. Ce qui peut se vérifier, hein, si on trace le schéma de Lewis. Effectivement, si je coupe mes liaisons, mon soufre, il est bien 2 moins. D'accord? Et mon hydrogène, il est bien chargé plus. Ok? Si je fais maintenant le soufre, là c'est plus simple. 0 égale le nombre d'oxydation du soufre. Donc le nombre d'oxydation du soufre, c'est 0. H2S2O4. Donc ça commence à devenir beaucoup plus intéressant de partir directement de la formule plutôt que du schéma de Lewis. Ça commence vraiment à devenir grand. Donc 0, puisque la charge elle vaut toujours 0, c'est 2 fois le nombre d'oxydation de l'hydrogène, plus 2 fois le nombre d'oxydation du soufre, plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène. Ce que je vais isoler, c'est le soufre. Donc le nombre d'oxydation du soufre ici, c'est donc moins 2 fois le nombre d'oxydation de l'hydrogène, moins 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène, divisé par 2. Donc ça fait moins le nombre d'oxydation de l'hydrogène, moins 2 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène. Tout le monde a trouvé ça? C'est bon? Donc ça fait moins 1, moins 2 fois, moins 2. Ça fait donc plus 3. Ça pour tout le monde pour la logique? On continue avec H2SO3. La charge totale de la molécule, c'est toujours 0, qui est égal à 2 fois le nombre d'oxydation de l'hydrogène, plus 1 fois le nombre d'oxydation du soufre, plus 3 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène. Je vais isoler le nombre d'oxydation du soufre. C'est donc moins 2 fois le nombre d'oxydation de l'hydrogène, moins 3 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène. Alors ça nous fait moins 2 plus 6, ça fait plus 3. Plus 4. H2S2O6. La charge de la molécule, c'est égal à 2 fois le nombre d'oxydation de l'hydrogène, plus 2 fois le nombre d'oxydation du soufre, plus 6 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène. Donc si j'isole le nombre d'oxydation du soufre directement, c'est moins le nombre d'oxydation de l'hydrogène, moins 3 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène. Alors, ça fait moins 1 plus 6, ça fait plus 5. Enfin, il y a HSO4-. Donc là, c'est la charge de la molécule qui vaut moins 1. D'accord, il ne faut pas l'oublier, la charge de la molécule qui est égale à
nombre d'oxydation de l'hydrogène plus nombre d'oxydation du soufre plus 4 fois nombre d'oxydation de l'oxygène. Donc si j'isole du coup le nombre d'oxydation du soufre, c'est donc moins 1 moins le nombre d'oxydation de l'hydrogène moins 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène. Moins 1, moins 2, plus 8, ça fait plus 6. De toute façon, pour le soufre, on ne peut pas aller au-delà de 6, puisque vous savez par cœur que le soufre a 6 électrons de valence. Donc, vous ne pouvez pas lui en retirer plus de 6. Ce n'est pas possible. Oui. L'oxygène, c'est le plus électronégatif, donc c'est lui qui va prendre. Oui. Alors, du coup, pour la deuxième question, NH4+, ça fait donc plus 1 qui est égal au nombre d'oxydation de l'azote plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'hydrogène. Ça me fait donc un moins 3. Pour l'hydroxylammonium, on a plus 1 qui fait donc le nombre d'oxydation de l'azote plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'hydrogène plus le nombre d'oxydation de l'oxygène. Alors ça fait plus 1 moins 4, ça fait moins 3 moins 2, ça fait plus 1. Moins 1, excusez-moi. Vous avez trouvé ça, moins 1? Pour le deuxième, bon, ça fait 0. Parce que 0 divisé par 2, ça fait 0. Pour N2O, pour le protoxyde d'azote. Ça fait donc 2 divisé par 2, ça fait 1. Pour NO, ça fait 2 directement. Pour HNO2, donc ça fait moins 1 plus 4, ça fait plus 3. Pour N2O4, donc ça fait 4 fois 2 divisé par 2, donc ça fait 4, tout simplement. NO3-, ça fait moins 1 plus 6, ça fait donc plus 5. Alors du coup, dans cet exercice 2, on commençait par vous demander de donner la réaction de réduction de l'eau par le sodium. Donc il faut écrire les réactions pour les deux couples. Donc il y a le couple Na plus Na. Donc l'équation, on l'écrit. Bon, elle est déjà équilibrée, donc il n'y a plus rien à faire. Et donc avec l'eau d'hydrogène, donc là il faut écrire le couple d'hydrogène O. C'est d'hydrogène, l'eau. Et on vous dit qu'on forme des H au moins, donc il faut juste équilibrer la réaction. Hein. Donc si j'ai 2 molécules d'eau, je forme 2 H au moins, 2 électrons, et là ça marche. Donc si je veux équilibrer, il faut que je multiplie par 2 la première. D'accord? Et ça fait donc 2 fois de l'eau plus 2 fois du sodium qui donne 2 fois Na+, plus H2 plus 2H au moins. Voilà. Pour la deuxième, le peroxyde d'hydrogène en dioxygène gazeux par les ions permanganate. Donc on écrit le couple oxygène peroxyde d'hydrogène. Donc O2 plus des électrons plus H+ donne H2O2.
J'équilibre les oxygènes, c'est bon. Les hydrogènes, j'en ai 2, donc j'ai 2 électrons à échanger. Et on fait ça avec les ions permanganate. Bon, ça on a déjà fait dans le cours, les ions permanganate. Hein. Le manganèse, il est équilibré. Les oxygènes rajoutent 4 molécules d'eau. Donc j'ai 8H+. Pour avoir 2+, il faut donc que je mette 5 électrons. Donc il faut que je multiplie du coup la première par 5, la deuxième par 2. Donc ce qui réagit, c'est donc le peroxyde d'hydrogène, donc 5 fois l'eau oxygénée, plus 2 fois le permanganate, plus 16 fois H+, qui donne 5 O2, plus 10 H+, plus Mn2+, 2 fois, plus 8 molécules d'eau. Est-ce qu'on peut simplifier des choses? 8 et H+. Est-ce qu'on peut tout diviser par 2 ou quelque chose comme ça? Non, on ne peut rien faire. Hein. Non. On ne peut rien faire. La 3, la réaction entre le fer métallique et l'ion fer 3+. Donc on écrit les deux réactions. Donc le couple fer 2 plus fer, c'est donc fer 2 plus 2 électrons donne le fer. Le couple fer 3 plus fer 2 plus, c'est donc fer 3 plus 1 électron donne le fer. Donc il faut que je multiplie par 2 la deuxième. Fer 2 plus. Donc ça donne donc 2 fer 3 plus fer donne 3 fer de plus. Enfin, la dismutation du soufre solide en milieu basique pour donner des ions sulfure et sulfate. Alors là, c'est plus compliqué. Donc il y a le soufre avec sulfure, donc SS2-. Donc ça fait S plus 2 électrons donne S2-. Ça va. La deuxième, les ions de sulfate. Donc SO4 S. Donc SO4 plus des électrons, plus H+, qui donne du soufre plus de l'eau. On équilibre les oxygènes. J'en ai 4, il m'en faut 4. J'équilibre les hydrogènes. J'en ai 8, il m'en faut 8. J'équilibre les électrons. J'en ai 6, il m'en faut 0. Donc ça fait 6. On veut en milieu basique, donc il faut mettre H au moins. Donc je mets du coup 8 H au moins de chaque côté. Donc là, du coup, ça va me faire 8 molécules d'eau. Alors j'en ai déjà 4 de ce côté-là. Donc il ne m'en reste plus que 4. Alors, au niveau des électrons, j'en ai 2 en haut, 3 en bas. Donc le multiple commun, c'est 6. Il faut que je multiplie par 3. Donc ça me fait donc 3 soufre plus 1, ça m'en fait 4. Plus 8H au moins. Qui donne du coup SO4 de moins, tout court, plus 4H2O, plus 3S de moins.
vérifier quand même que c'est bien équilibré. 8 moins, 8 moins, 8 H, 8 oxygène, 4 soufre, tout va bien. C'est bien équilibré. Alors du coup, dans cet exercice 3 sur les relations de Nernst, vous demandez tout d'abord la question 1 d'écrire la relation de Nernst pour chacun des couples. Donc la première étape, c'est d'abord d'écrire la demi-équation électronique, puis d'écrire la relation de Nernst. On commence par le couple Zn2+, Zn solide. Donc si j'écris la relation de Nernst, je vous rappelle que dans le couple, l'oxydant est toujours à gauche et le réducteur est toujours à droite. Donc ce sera toujours de la forme, donc l'oxydant plus des électrons donne le réducteur. Donc ici, il faut donc rajouter 2 électrons pour obtenir le réducteur. Ok. Là, j'ai mis une couleur spéciale pour la relation de Nernst. Hop. Donc ensuite, quand je vais écrire la relation de Nernst, donc la relation de Nernst, c'est que le potentiel de Nernst, c'est le potentiel standard du couple. Donc ici, le couple, c'est Zn2 plus Zn, plus 59 millivolts, donc 0,059 volts, sur le nombre d'électrons échangés. Donc ici, c'est le 2 qui est devant les électrons. Logarithme de base décimale de l'activité de tout ce qui est du côté des oxydants. Donc ici, il n'y a que l'activité de Zn2+, puissance 1, puisque la puissance symétrique vaut 1, sur l'activité du réducteur, donc l'activité de Zn solide, puissance 1. C'est là qu'il ne faut pas se tromper, l'activité d'un solide, c'est 1. Et donc, j'ai juste me retrouver avec le potentiel standard du couple Zn2 plus Zn, plus 0,059 sur 2, logarithme de base décimale. L'activité d'un ion en solution, c'est sa concentration, divisé par la concentration standard. Et lui, ça fait 1. Donc il me reste juste concentration sur concentration standard. Hein. Ça, si vous l'oubliez, c'est pas grave, hein, ça vaut 1. Il faut se rappeler que c'est des moles par litre, si vous l'oubliez. C'est tout. Pour O2, H2O. Alors, toujours pareil, on écrit la demi-équation électronique. Donc O2 gazeux, plus que quelques électrons, plus des H+, qui sont donc aqueux, les H+, forcément, donnent H2O. Et l'eau, c'est liquide. Alors, tout d'abord, j'équilibre les oxygènes, comme toujours. Hein. Si j'en ai 2 ici, j'en ai forcément 2 ici. Hop, je vais mettre avec une couleur en jaune. Donc O2, H2O, donc j'en ai forcément 2 ici. Donc ici, j'ai forcément du coup 4 H+. Et donc j'ai forcément 4 électrons. Ça, pour tout le monde, je mets les deux cas dans des couleurs différentes, comme ça vous voyez d'où ils viennent chacun dans l'expression, dans la relation de Nernst. Donc le potentiel, c'est donc le potentiel standard du couple O2 H2O plus 0,059 divisé par le coefficient stoichiométrique des électrons. Donc ici c'est 4. Logarithme de base décimale de l'activité de tout ce qui est du côté des réducteurs, de l'oxydant. Donc du côté des oxydants, j'ai l'activité de O2 puissance 1 fois l'activité de H+, puissance 4. Sur l'activité de l'eau au carré. L'activité de l'eau, c'est 1 puisque c'est un liquide. O2, c'est un gaz, donc sa pression partielle sa pression est partielle sur la pression standard. H+, c'est relié au pH, puisqu'on a vu que, dans le cours sur la solvacité, que l'activité de H+, c'est 10 puissance moins pH. D'accord? Donc je peux directement écrire, du coup ici, que c'est le potentiel standard de O2
H2O plus 0,059 sur 4 logarithme. Donc O2, c'est la pression partielle sur la pression standard. Soubliez pression standard, encore une fois, c'est pas très grave, c'est 1 bar. Il faut se rappeler que c'est des bars. Activité de H plus puissance 4, ça fait du coup 10 puissance moins 4 pH. Voilà, donc soit vous vous arrêtez là, soit vous connaissez bien vos logs de base décimale, et vous savez que log d'un produit, c'est la somme des logs, et que log d'une puissance de 10, c'est la puissance. D'accord? C'est la définition du log. Hein. Log d'une puissance de 10, c'est la puissance du log. Donc soit vous laissez comme ça, soit vous connaissez vos logs. Et dans ce cas-là, on peut l'écrire de manière beaucoup plus fluide. Donc ça évite de faire plein de calculs sur la calculatrice. Puisque du coup, on trouve directement que c'est potentiel standard du couple O2H2O plus 0,059 sur 4 fois logarithme de la pression partielle, ça reste. Donc, plus 0,059 sur 4 fois la puissance. Donc ici, la puissance, c'est moins 4 fois pH. Les 4 se simplifient, mais là, c'est juste une coïncidence. Hein, parce que le 4 jaune est pareil que le 4 rouge. Ce n'est pas le cas général. C'est pour ça que j'ai mis deux couleurs différentes. Hein. Dans ce cas particulier, ça simplifie, mais ce n'est pas forcément le cas général. Hein. On verra des cas après où justement, ça ne simplifie pas. Donc, ça me fait potentiel standard de O2H2O plus 0,059 volts divisé par 4. Logarithme de base décimale de la pression en dioxygène sur la pression standard moins pH. Moins 0,059 au pH. Voilà. Vous pouvez vous arrêter là. Hein. Jusque là, du coup, il faut faire un log, il faut bien mettre ses parenthèses. Donc là, il faut bien mettre le 10 puissance, rouvrir une parenthèse, moins 4 pH, refermer la parenthèse, refermer la parenthèse, refermer la parenthèse. Donc il y a plus de chances que vous vous trompiez quand vous tapez la calculatrice. À vous de voir. C'est pas obligé d'aller jusque là, mais là c'est plus simple, hein, faire 0,59 fois pH, c'est beaucoup plus simple sur la calculatrice. Donc à vous de voir. Donc au moins là vous voyez bien que le pH a quand même une énorme influence sur le potentiel. Hein. Chaque fois qu'on augmente le pH de 1, ben on se décale de 59 millivolts. C'est quand même assez énorme. Parce que la base, je vous rappelle, ça c'est 1,23. Et à chaque fois qu'on rajoute une unité de pH, eh bien, on se décale de 59 millivolts. Donc entre pH 1 et pH 11, du coup, on s'est décalé de 590 millivolts. Donc 0,5 volts. Donc, le pH, du coup, a une énorme influence sur l'oxydoréduction et c'est pour ça qu'il ne faut pas l'oublier quand on regarde le potentiel de Nernst. On y va pour ClO4.Cl2. Là, je vais aller un peu plus vite. Hein. Ça, je l'ai fait un peu doucement, mais du coup, on va aller plus vite. Alors, tout d'abord, on équilibre la demi-équation. Alors ici j'ai un chlore, ici j'en ai deux. Donc je mets deux chlores de ce côté-là.
Ici, j'ai 8 oxygènes. Donc, il faut que je mette 8 oxygènes de l'autre côté. Ensuite, du coup, il faut équilibrer les hydrogènes. Donc, il faut que j'en mette combien? 16. Et donc, combien d'électrons? 14, parce que ici, j'en ai déjà 2 moins. Si je veux neutraliser toute la charge, parce que ici, je ne suis pas chargé, il faut bien en mettre 14. Comment est-ce qu'on vérifie ça? Parce que 14, ça peut paraître élevé. Si vous trouvez des nombres aussi élevés que ça, vérifiez avec les nombres d'oxydation. Normalement, ça doit coller. Ici, nombre d'oxydation, ClO4-, ça fait 4 fois moins 2, moins 1, ça fait du coup plus 7. Là, le chlore, il est plus 7. Si Cl2, le chlore, il est 0. Et donc 2 fois plus 7 plus 14, ça fait bien 0. Voilà. Donc si jamais vous trouvez des nombres fantaisistes comme ça, vérifiez avec les nombres d'oxydation. Ça peut permettre de vérifier. Hein. Parce que 14, ça peut paraître élevé, mais c'est comme ça. Parce qu'on passe d'un degré 7 à un nombre d'oxydation 7 à un nombre d'oxydation de 0. Donc le 14, il est bon. Donc le 14, je vais le mettre en rouge. Donc au total, ça me fait donc que le potentiel, c'est le potentiel standard du couple ClO4- Cl2 plus 59 mV divisé par 14 fois logarithme de base décimale. Alors, activité de tout ce qui est du côté des oxydants. Donc je me retrouve avec l'activité de ClO4- au carré. L'activité de H+, puissance 16. En jaune. Hop. Alors, ClO4- au carré, H+, puissance 16. Activité de Cl2, puissance 1. Activité de H2O, puissance 8. Donc, si vous avez compris le principe, normalement, vous avez compris que ça va me sortir moins 16 fois le pH. OK? Donc, ça me fait potentiel standard de ClO4- Cl2 plus 0,059 sur 14 fois logarithme de, alors vont me rester les concentrations ici, les concentrations ClO4- sur concentration standard, le tout au carré, sur Cl2, c'est un gaz, donc pression partielle en Cl2 sur pression standard. Donc c'est pour ça que souvent on les oublie, hein, les concentrations standard, pression standard, ça devient vite compliqué. Donc, si vous les oubliez, ne marquez pas, c'est pas mal parce qu'au bout d'un moment les calculs deviennent vraiment trop longs à écrire. Et donc vont me sortir moins 16 fois pH, donc 0,059 sur 14. Donc fois moins 16 fois pH. Donc j'aurai du 16/14e de 0,059 pour le pH. Le moins vient du fait que activité H+, c'est 10 puissance moins pH. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est bon? Eh bien, on continue. Je crois que ça, c'est l'exemple le plus compliqué de tout ce qu'on fait. Hein. Après CO2, CH3OH. Donc on écrit la demi-équation électronique. Donc CO2, c'est un gaz. Hein. Alors, un carbone, tout va bien. Au niveau maintenant des oxygènes. 2, j'en ai 1, donc j'ai qu'une seule molécule d'eau. Ok, au niveau des hydrogènes, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai pas, donc ici il m'en faut 6.
Au niveau des électrons, du coup, j'en ai 6 également. C'est ce que vous avez trouvé? Ok. Alors, ensuite, il faut juste écrire la relation de Nernst, hein, comme d'habitude. Donc, le potentiel, c'est le potentiel standard de CO2 CH3OH. Et là, si vous avez compris le principe, ça va faire 0,059 sur 6. Active tout ce qu'il y a du côté des oxydants. Donc ça, c'est un gaz. Donc je vais avoir la pression partielle sur la pression standard. Ok. Ça, on vous dit quoi, que c'est un liquide ou on dit rien? Donc on dit rien, donc on suppose que c'est en solution aqueuse. Hein. Donc ça va faire sa concentration. Il faut que je mette tout ça au numérateur du coup. Hop. Sur donc, la concentration en CH3OH divisé par la concentration standard. Il va me sortir du coup en pH 6 fois 6, hein, donc hop, directement moins pH. Ok, je suis allé plus vite, hein, parce que c'est la même chose que tout à l'heure. Pour Cr2O7-, Cr3+. Toujours pareil, on écrit la demi-équation électronique. Celle-ci, on l'a déjà faite dans le cours. Hein. Donc ça me fait du Cr2O7- plus électron plus H+, donne Cr3+, plus H2O. Donc là, on en a 2, donc là, il en faut 2. Au niveau des oxygènes, 7, 7. Au niveau des H+, 14. Donc du coup, ici, au niveau des électrons, donc j'ai 2 moins, ça fait 12 plus. Ici, j'ai 6 plus, donc il me faut 6 électrons. Ça correspond bien, hein, je passe de 2 chromes au degré 6 à 2 chromes au degré 3. Donc le potentiel de Nernst, c'est le potentiel standard du couple. Plus 0,059 sur 6, qui est le nombre d'électrons échangés, logarithme de tout ce qui est du côté de l'oxydant. Donc Cr2O7- sur la concentration standard, tout ce qui est du côté des réducteurs, Cr3+, sur la concentration standard au carré. Au niveau du pH, j'en ai 14, donc moins 14 sixièmes de 0,059 pH. Ok. Bah là, c'est bon. AuCN2- AU. Donc il y a un couple qui est impliqué dans la métallurgie de l'or. On fera ça l'année prochaine quand on verra la métallurgie de l'or. On fait intervenir des ions cyanure. Donc ici, du coup, il y a des ions cyanure qui interviennent dans l'équation bilan. Ce qui donne donc AuCN2 donne, j'oublie les électrons, plus des électrons, donne AU plus 2CN-. Oui. J'ai mis le tout au carré. Donc effectivement, il y a un carré sur Cr3+. Hein. J'en étais où? Les électrons, ici j'ai qu'un moins, ici j'en ai 2. Donc j'ai un seul électron. Donc au niveau du coup de mon potentiel de Nernst, c'est le potentiel de Nernst du couple.
plus, donc 0,059 sur 1, logarithme de base décimale, tout ce qui se trouve du côté de l'Occident. Donc il n'y a qu'une seule espèce. Tout ce qui se trouve du côté du réducteur. Du côté du réducteur, l'activité de AU, c'est 1. Puisque c'est un solide. Vous savez que l'or, c'est un solide. Normalement. Et donc, il me reste que l'activité de Cn- au carré. Voilà. Donc, n'oubliez pas, ici, c'est un solide. On vous le disait ou pas? On vous le disait. Normalement, on attend de vous que vous connaissiez les métaux, que vous sachiez que l'or et l'argent, c'est solide, par exemple. Ou le fer. Voilà. C'est des choses qu'on a déjà vues au S1, tout ce qui était métaux. Au niveau du dernier couple, c'est le couple du calomel. Ag2Cl2. Donc là, l'espèce qui va être échangée, c'est plus Cn-, mais ça va être Cl-. OK? Donc on a Ag2Cl2 plus des électrons qui vont donner le mercure plus des Cl- qui vont être l'espèce qui est échangée. Alors au niveau du mercure, j'en ai 2 ici, donc il m'en faut 2 ici. Le mercure, on vous précise qu'il est liquide. Des Cl, j'en ai 2, donc il m'en faut 2. Donc Cl- mais du CA2. Au niveau des charges, j'ai 2-, donc il me faut 2 électrons. Ce qui correspond bien du coup au fait qu'ici j'ai un degré plus 1 pour le mercure. Ici j'ai un degré 0. Donc je suis bien passé à 2 fois plus 1 plus 2 électrons, ça fait bien 0. Au niveau du potentiel de Nernst, ça me donne donc le potentiel de Nernst du couple plus 59 millivolts divisé par 2, logarithme de base décimale. Tout ce qui est du côté de l'Occident, Ag2Cl2, c'est un solide, donc c'est 1. Divisé par tout ce qui est du côté du réducteur, Ag c'est un liquide, donc c'est 1. Il me reste que l'activité de Cl- au carré. Et c'est là où vous vous trompez, dès qu'à ces couples-là, vous marquez vous marquez la concentration en mercure, ou alors vous marquez la concentration en Ag2Cl2. Attention, c'est 1. Tout ce qui est solide, tout ce qui est liquide, l'activité c'est 1, donc ça n'intervient pas dans l'expression de la relation de Nernst. Alors à partir de 2 couples, là, on vous demandait du coup d'écrire une équation spontanée entre les couples Zn de plus Zn en utilisant la règle du gamma. Donc ça, on va le faire maintenant. C'est la question numéro 2. Donc la règle du gamma, je vous rappelle, on écrit sur un axe de potentiel croissant les couples en mettant oxydant à gauche, réducteur à droite. Donc ici, on a Cl au 4- Cl2 qui est plus haut. Et plus bas, on a Zn de plus Zn. Donc si je trace un gamma, la réaction spontanée, c'est entre Cl au 4- et Zn. Parce que gamma, on le trace comme ça. Donc la réaction spontanée, c'est celle-ci. Donc c'est la réaction entre Cl au 4- et Zn. Donc je vais venir écrire les deux demi-équations dans le sens où elles vont. Donc ici, c'est Cl au 4- qui va être consommé, c'est Zn qui va être consommé. Donc Cl au 4- donne Cl2 et c'est Zn qui va donner Zn de plus. Ça va pour passer de la règle du gamma à comment j'écris mes équations? Okay. Là, je sais que c'est Cl au 4- qui va consommer avec Zn. Donc j'écris Cl au 4-, j'écris Zn, j'écris deux demi-équations et après je vais aller venir les sommer. Bon, on vient juste de le faire. Hop, 2, 4H2O, 8H2O, 16H+,
14 électrons. Zn, les électrons, ils sont là. Ok, maintenant il faut venir simplifier les électrons. Pour simplifier les électrons, ici j'en échange 14. Donc ici, il faut que je multiplie celle-ci par 7. Ça me donne donc 2ClO4- plus 16H+, plus 7Zn, qui vont donner Cl2 plus 8H2O plus 7Zn2+. Au niveau de la constante d'équilibre, qui est une formule qu'il faut connaître par cœur, comme la relation Nernst, c'est 10 puissance le nombre d'électrons échangés qui m'ont servi à simplifier quand j'ai créé l'équation bilan. Ici, j'ai mis 14 électrons pour chacune. Donc, c'est 14. Donc, 10 puissance 14 sur 0,059 fois le potentiel standard de l'oxydant. Donc, ici, c'est LO4-. Donc, son potentiel standard, c'est 1,39 moins potentiel standard du réducteur, donc Zn, qui du coup moins, donc ça va faire plus 0,76. Et ça fait combien la puissance, vous l'avez calculé? Je vous laisse la calculer. L'erreur courante ici, c'est le 14. C'est le nombre d'électrons qui nous ont permis de simplifier les deux équations. Ce n'est pas la somme des électrons. Des fois, on voit il y en a qui font 14 plus 2, ça fait 16. Enfin, voilà. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est le nombre d'électrons qui nous ont permis de simplifier les équations. Donc 10 puissance 510.
Alors du coup, dans cet exercice 5, on vient titrer l'éthanol par du dichromate et on vous dit tout d'abord que la réaction se passe donc entre l'éthanol et le dichromate en milieu acide. On vous demande de donner l'équation qui a lieu, donc il faut donc écrire les deux demi-équations. Donc on vous donne les couples. Donc pour l'éthanol, qui est du coup donné CH3, CH2, OH, on vous dit qu'il est oxydé en acide éthanoïque, tandis que le dichromate, lui, est réduit en chrome 3. Donc il faut équilibrer les équations. Donc comme d'habitude ici, donc 2 carbone, donc il n'y a rien à équilibrer. Par contre ici, il y a un seul oxygène, ici il y en a 2. D'accord? Donc il faut que je rajoute du coup de l'eau de ce côté-ci. Au niveau des protons, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Donc il m'en manque 4. Donc il me manque 4 électrons pour équilibrer. C'est bon pour tout le monde? Maintenant, le dichromate. Alors, donc CR2O7 de moins, CR3+, donc ici il faut mettre 2 CR3+, pour équilibrer les chromes. Ensuite, du coup, il manque 7 molécules d'eau ici. Donc il manque 14H+, de l'autre côté. Au niveau des électrons, on a 6+ ici. On a 14-2, 12+, donc il faut rajouter 6 électrons pour équilibrer. Donc d'un côté j'ai 6, de l'autre côté j'ai 4. Donc du coup il faut que je multiplie par 3 celle-ci et par 2 celle-ci pour équilibrer. Ce qui donne donc 3 molécules d'éthanol plus 3 molécules d'eau plus 2 dichromates plus 28H+, qui donne 3 acides éthanoïques plus 12H+, plus 4 CR3+, plus 14 molécules d'eau. Alors, est-ce qu'on peut simplifier tout ça? Oui, ici j'en ai 14, 3, donc il ne me reste plus que 11. Au niveau des H+, 12, 28, donc il m'en reste 16. Tout le monde a trouvé ça, c'est bon? Alors maintenant qu'on a ça, on vous dit que on ne dose pas directement, ça c'est pas la réaction de titrage directement, ce qu'on va titrer c'est l'excès de dichromate que l'on a mis et qu'on va titrer du coup par du iodure de potassium. Donc ça on le met en excès, donc on vient après doser l'excès pour en déduire la quantité qui a réagi. Donc là du coup on va faire réagir avec le diode, c'est ça. Hop, on dit que c'est dosé par une solution d'iodure de potassium, donc par I-. On équilibre la réaction, toujours pareil. Et donc, si je veux équilibrer ici, il faut que je multiplie par 3 celle-ci et celle-ci, je la laisse une fois. Ça me donne donc CR2O7 de moins, l'excès de dichromate, plus 14H+, plus 6I-, donne 3I2 plus 2 CR3+, plus 7H2O. Donc soit on l'écrit avec I2, ici on peut aussi l'écrire avec I3- si on veut, ça ne change rien. Alors la question maintenant, c'est qu'on vous donne le volume équivalent, qui
est égal à 9 cm3. Et donc, il faut en déduire du coup la concentration en éthanol dans le sang qui est testée. Si vous voulez écrire avec 3-, comme dans l'énoncé, ça fait ça. Hop, 3i-, donne i3-. Et donc là, ça donne 3 fois 3, 9. I-, 3i3-. Voilà. Alors j'en étais où? Oui, donc du coup, donc on a le choix, soit vous tracez 2 tableaux d'avancement, soit vous raisonnez directement sans tableau d'avancement. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez un tableau d'avancement, vous faites. Si vous n'avez pas besoin, vous ne le faites pas. Donc ici, si on fait 100 tableaux d'avancement, il faut juste regarder du coup les quantités de matière qu'on a ici. Et donc, si on a la quantité de matière initiale, le dichromate, on regarde ce qui reste. D'accord? Donc, le N-dichromate, si vous voulez l'avancement de la première réaction, on appelle XIA, c'est ça? De mémoire? Oui, donc XIA, l'avancement de la première réaction qui est celle-ci, ça correspond du coup à la quantité de matière de dichromate consommée. Que je vais appeler A, donc consommé par A, divisé par 2. Et c'est égal également du coup à la quantité d'éthanol divisé par 3. OK? Donc la quantité de dichromate qui a été consommée par la réaction A, c'est donc 2/3 de la quantité de matière d'éthanol dans notre échantillon. OK? Donc, la quantité, donc ça, c'est ce qui a été consommé, donc ce qui nous reste, c'est la quantité de matière initiale moins ce qu'on a consommé. Alors initialement, on cherche juste la quantité de matière initiale. On vous la donne, on vous donne quoi? On vous donne le volume et la concentration. Donc c'est C fois V, la quantité de matière initiale. Moins donc ce qui a été consommé par A, donc moins 2/3 de la quantité de matière d'éthanol qui a été dosée. On l'appelle C pour le dichromate. Maintenant, on fait pareil, mais avec cette réaction-là. Donc ça, du coup, on peut l'enlever. On n'en aura plus besoin. Alors, pour la deuxième réaction, qui est juste ici, on a pareil que l'avancement pour la réaction B. Bon, c'est directement la quantité de matière de dichromate. Et là, du coup, la quantité de matière de dichromate, c'est la quantité de matière de dichromate qui est restée. D'accord? Parce qu'on a titré ce qui est resté. C'est là où il ne faut pas se tromper. Donc, on a du coup la quantité de matière de dichromate qui a été consommée par B sur 1 qui est égal à donc, la quantité de matière d'ion iodure qui a été consommée par B sur 9. OK? Mais
Donc la quantité de matière du dichromate qui a été consommée par B, ça correspond à ce qui est resté de la réaction A, d'après l'énoncé. Hein. Et au niveau de la quantité d'iodure, comme c'est petit rang, c'est C fois V. Équivalent. Ok. Alors, la concentration en iodure, on l'appelle C'. Bon, C'. Hein. Vec sur 9. Donc au final, ça est égal à ça. Il ne reste plus qu'à l'écrire. Donc au final, alors C fois V moins 2 tiers de la quantité de matière en éthanol est égal à C' Vec divisé par 9. Ce qu'on cherche, c'est la quantité de matière d'éthanol et donc sa concentration. Donc ça, je l'isole. Donc, la quantité de matière d'éthanol, c'est donc 3,5 de la concentration de dichromate fois le volume du dichromate moins la concentration en iodure fois le volume équivalent divisé par 9. Et ça, par définition, c'est la concentration fois le volume. Hein. On lui donne un nom à la concentration en éthanol? Non, on ne lui donne pas de nom. On va l'appeler concentration en éthanol. Fois du coup le volume de sang qu'on a étudié. Au final, ce qu'on veut, c'est la concentration en éthanol. C'est donc 3 sur 2 fois le volume de sang fois la concentration en dichromate fois le volume en dichromate moins la concentration en iodure fois le volume équivalent dans l'iodure versé divisé par 9. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Alors, ça nous fait du 3,5 de... Alors, on a combien? On a 5 cc de sang. On a la concentration, c'était 8,83 10-4, c'est très précis. Hein, fois 100 cc moins 5 10-2 fois VEC, c'est 9 cc et ça me fait du 1 10-2 mol par litre. Pour vérifier si l'automobilise est bourré ou pas, il faut convertir ces mols par litre en grammes par litre de sang, puisque la norme nous est donnée en grammes par litre, 0,5 g par litre. Donc il faut multiplier du coup par la masse molaire. Donc il faut déjà calculer la masse molaire de l'éthanol. Alors l'éthanol du coup c'est C2H6O. Donc 2 fois 12 plus
16 plus 6. Donc la masse molaire est de 46. Et donc il faut multiplier 1 10 moins 2 par 46. Ce qui fait donc du coup du 0,46 g par litre. Alors, est-ce qu'il passe sous la limite? Tout juste, mais oui. Alors du coup, dans cet exercice 6, on étudie une pile argent-cobalt. On vous demande d'utiliser la règle du gamma pour savoir du coup où est l'anode, où est la cathode. Donc on trace le gamma. Alors le plus haut potentiel, c'est l'argent. Par rapport au cobalt. Et donc, c'est l'argent qui va se réduire et c'est le cobalt qui va s'oxyder. D'accord? Donc, l'argent se réduit, donc c'est la cathode. Tandis que le cobalt, c'est l'anode. Voilà, ça va pour tout le monde, vous avez tous trouvé ça? Et donc l'équation bilan, c'est bien l'argent, donc on multiplie par 2, plus le cobalt, qui donne de l'argent métallique, plus le cobalt de plus. Donc ça, du coup, c'est l'équation bilan de fonctionnement de la pile. Souvent, vous arrivez à trouver l'équation bilan, mais vous la mettez toujours à l'envers. Donc réfléchissez toujours dans quel sens on va. Pas dans le sens d'oxydation, la sens de la réduction. Donc la cathode, c'est la borne positive, tandis que l'anode, c'est la borne négative. C'est ce qu'on vous dit juste après. L'électrode et l'argent et la borne positive. On branche un voltmètre et on dit qu'on mesure une tension et on vous demande d'en déduire du coup la concentration en cobalt. Donc là, il faut écrire du coup la relation Nernst à l'anode, la relation Nernst à la cathode et faire la différence cathode moins anode. Donc à la cathode, donc la borne positive. Donc soit vous marquez EC pour E de la cathode, soit E+. Moi, je préfère marquer plus parce que du coup, on sait que c'est celle qui est plus grande. Donc, c'est le potentiel standard du couple argent plus la pente nernstienne divisée par le nombre d'électrons échangés fois logarithme de base décimale de donc l'activité, tout ce qui est du côté de l'oxydant. Donc ici, Ag+, sur ces standards. L'argent métallique, c'est 1. Donc, ça n'apparaît pas. Deuxième compartiment, donc l'anode, la borne négative. Donc, c'est potentiel standard du couple cobalt plus la pente nernstienne divisé par 2, puisqu'ici le nombre d'électrons échangés, c'est 2. Logarithme de base décimale de la concentration du coup en cobalt de plus divisé par ces standards. Et l'activité du cobalt, c'est 1. Donc ça n'apparaît pas. Alors on leur donne des petits noms en concentration. Donc en argent, on dit que c'est C1, tandis qu'en cobalt, on dit que c'est C2. OK? Donc ça, on l'appelle C1, tandis que ça, on l'appelle C2. Donc la tension, c'est la différence entre la borne positive et la borne négative. Ça me donne donc le potentiel standard du couple argent plus la pente nernstienne logarithme de base décimale de C1 moins
le potentiel standard du couple cobalt plus la pente hertzienne sur 2 logarithme de base décimale de C2. N'oubliez pas le moins qui va se distribuer du coup sur les deux. Ce qu'on cherche à isoler, c'est C1 ou c'est C2? C'est C2. Donc je vais isoler C2. Donc pour ça, il faut que je fasse passer ça de l'autre côté. La tension du côté ici. Donc ça me donne donc 0,059 sur 2 logarithme de base décimale de C2 qui est égal au potentiel standard de l'argent moins potentiel standard du cobalt et ça reste. Sur 1. Et il me reste moins la tension qu'il faut faire passer également du côté à droite. OK. Alors, il faut que je multiplie par 2 divisé par 0,059 et que je mette à la puissance de 10 pour faire disparaître le log. Et donc, au final, C2, je vais mettre un peu plus bas, parce que c'est une grosse formule. Donc c'est 10 puissance. Donc il y a la différence des potentiels standards. Il y a la tension qu'il faut multiplier du coup par 2 sur 0,059. Et il y a ça, que je multiplie par 2 divisé par 0,059. D'accord? Donc les 0,059 vont simplifier. Il ne me restera plus que plus 2 fois log de C1. Bon, c'est standard, je les ai enlevés. Ça vaut 1. Et donc là, ça dépend à quel point vous maîtrisez vos logs ou pas. Si vous savez que 10 puissance, quand il y a un plus ici, ça fait 1 fois, et que 10 puissance de 2 logs de C1, ça fait C1 au carré. Voilà. Si vous ne maîtrisez pas vos logs, vous laissez comme ça. Sinon, on peut dire que c'est C1 au carré fois la 10 puissance de tout ce qui dépend du potentiel. Voilà, mais si vraiment vous ne maîtrisez pas vos logs, je ne vous conseille pas de faire ça. Vous pouvez laisser comme ça. Application numérique. Alors, on a 0,8 moins 0,28, donc ça fait plus 0,28, moins la différence de potentiel, moins 1,06, multiplié par donc 2 divisé par 0,059, plus 2 fois log de C1, qui était de 1, 10 moins 2. Et ça me fait du 4,8 10 moins 4, c'est ça? On peut vérifier si ça marche bien en calculant le potentiel de chacune des électrodes et voir si ça marche bien, si on a bien la bonne différence de potentiel à la fin. Alors, on va vérifier ça. Donc, l'argent, on a dit que c'était
0,8 plus 0,059 fois log de 1 10 moins 2. Donc ça fait 0,68 pour celui-ci, volts par rapport à l'ESH. Tandis qu'ici, ça nous fait du moins 0,28 plus 0,059 sur 2 fois log de, j'ai dit 4,8 moins 4. Ça fait du moins 0,38. Est-ce que la différence des deux, ça me fait bien ce que je veux? Alors 0,38 plus 0,68, ça me fait du 1,06 et c'est bien l'intention. Donc tout va bien. Voilà. Donc, si on vous demande de calculer la concentration, pensez à vérifier à la fin que ça marche bien parce qu'il y a quand même forte chance que vous vous trompiez quand vous faisiez ce calcul à la calculatrice. Vous oubliez une parenthèse, un moins par moins, etc. Donc, il a plein de chances de se tromper. Donc, pensez à vérifier qu'après c'est cohérent. OK. Alors la constante d'équilibre, c'est 10 puissance, donc le nombre d'électrons échangés, ici 2 divisé par 0,59 fois potentiel standard de l'oxydant. L'oxydant ici, c'est l'argent. Moins potentiel standard du réducteur. Ici, c'est le cobalt. Et donc, ça nous fait du... Alors, 2 divisé par 0,059 fois 0,8 plus 0,28. Ça fait du 10 puissance 36,6. Bien entendu, la constante, elle est très grande. Hein. Une pile, ça débite spontanément. Hein. Et c'est une réaction qui est totale. Alors du coup, dans cet exercice 7, on a une pile de concentration. Donc deux compartiments qui sont les mêmes. Un fil de platine qui trempe dans du mercure liquide, qui trempe dans une solution d'ion-mercure, dont on ne connaît pas la formule chimique. Hein. Donc on a marqué N, on ne sait pas ce que vaut N. Et pareil de l'autre côté, on a le même compartiment. La différence, c'est la concentration, ici C2, qui est plus grande que C1. Donc, si on veut compléter la pile, savoir dans quel sens se déplacent les électrons, le courant, les porteurs de charge, il faut identifier qui est l'anode, qui est la cathode, qui est la bande positive, qui est la bande négative. Ici, on vous dit que E2 est plus grand que E1, d'accord, puisque E2 moins E1, ça fait 18,2 millivolts. Donc, on sait donc que la bande positive, c'est 2 et que la bande négative, c'est 1. Ça, pour tout le monde, pour le raisonnement, on peut aussi trouver ça en se disant, ici, comme la concentration est plus grande, d'après la relation de Nernst, le potentiel ici est plus grand. D'accord? Puisque mon oxydant est plus concentré à droite qu'à gauche, donc mon potentiel de Nernst est plus grand à droite qu'à gauche. Donc là, vous faites soit l'un, soit l'autre, hein, le raisonnement que vous voulez. En tout cas, vous identifiez qui est la bande positive, qui est la bande négative. Et c'est toujours ce qu'il faut faire pour une pile. On identifie qui est la bande positive, qui est la bande négative. Une fois qu'on a fait ça, tout en découle, hein, puisque la bande positive, c'est elle qui va se faire réduire, puisqu'elle est trop grande. Donc elle va se faire réduire, donc c'est la cathode. Celle-ci, c'est la bande qui est la plus petite, donc elle va voir son potentiel augmenter, donc c'est l'anode. Donc à la cathode, du coup, on a la réduction. Donc on consomme l'oxydant pour former le réducteur. A l'inverse, à l'anode, on fait l'oxydation, donc on consomme le réducteur pour former l'oxydant.
Ça pour tout le monde? Donc d'abord, vous identifiez les pôles, qui est positif, qui est négatif, et après, tout en découle. Donc ici, on voit qu'on consomme des électrons. Donc il faut faire venir des électrons vers cette bande-là. Tandis qu'ici, on voit qu'on en produit. Donc il y en a qui sortent de cet électrode-là. On vous demandait ça. Le courant va dans le sens inverse du sens des électrons. Donc le courant, du coup, va dans ce sens-là. Et on vous demande le déplacement des porteurs de charge. Donc des électrons, mais également, du coup, dans le pont salin, où va aller l'ion potassium, où va aller l'ion nitrate. Donc ici, vous voyez que je produis des ions, des cations. Donc il faut compenser en apportant des anions. Donc ici, vont venir les ions NO3-. Tandis que ici, vous voyez que je consomme des cations. Donc il faut que j'en rapporte pour compenser ce que j'ai consommé. Et donc ici, dans le compartiment de droite, vont venir des potassiums. Ça pour tout le monde pour le raisonnement? Est-ce qu'on demandait autre chose? Non. Le sens du courant, déplacement des porteurs de charge, les pôles de la pile, les demi-équations. Il manque le bilan chimique global. Donc quel est le bilan chimique global? Eh bien, on a donc ici, on a le nombre d'électrons échangés, donc on n'a pas besoin de simplifier. Hein. Donc on a AgNN+, plus NHG liquide qui donne NHG liquide plus AgNN+. Attention, on ne peut pas simplifier ici les AgNN+, et les Ag, puisque ce ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas dans le même bécher. Ici, ce AgNN+, qui est là, donc celui-ci, donc il est là, il va former du Hg, mais qui est à droite, tandis que le AgNN+, qui est à gauche, lui, il va être formé, donc c'est lui. Et donc, ce ne sont pas les mêmes espèces, donc on ne peut pas les simplifier. Et il faut déterminer N. Donc là, il faut juste faire appliquer la relation Nernst, c'est toujours pareil. La différence de potentiel, c'est la différence entre le pôle positif et le pôle négatif. Donc ici, on va déterminer du coup le potentiel de la cathode, potentiel de l'anode. Donc c'est le potentiel standard du couple, plus la pente nernstienne, divisé par le nombre d'électrons échangés, qui est ici N, logarithme de la concentration. C'est C2 pour le pôle plus. Pour le pôle moins, vu que c'est le même couple, c'est le même potentiel standard. Et donc quand je vais faire la différence, eh bien, les potentiels standards vont se simplifier. Et donc la différence de potentiel, eh bien, c'est juste du coup 0,059 sur n facteur de la différence des logarithmes. Et une différence de logarithme, c'est le logarithme du quotient. Bon, si vous ne savez pas, vous laissez la différence de logarithme, hein, c'est pas grave, ça marchera quand même. Et donc n, c'est donc 0,059 divisé par la différence de potentiel fois le logarithme de C2 sur C1. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique.
Alors, on a dit 0,059 divisé par 18,2, mais là, il faut mettre en donc 0,0182. Que multiplie logarithme de 5 divisé par 1,25. Ça fait 2. Et donc la formule, c'est donc Ag2 2+. Et donc la formule du solide, vu que c'est avec ClO4-, ça va donc donner Ag2 entre parenthèses ClO4 2 fois. Je vous rappelle, c'est d'abord cation, puis anion. Comme NaCl. Si vous vous souvenez plus, c'est Na+, Cl-, NaCl. Là, c'est pareil, cation, anion. Et donc, on met bien des parenthèses autour de ClO4 parce que c'est 2 fois ClO4 dans sa globalité. Alors, du coup, dans cet exercice 8, on va s'intéresser à la capacité électrique d'une pile. Donc, on vous dit que la bande positive, c'est du dioxyde de manganèse, MnO2, et que l'électrolyte, c'est du sel de lithium, LiPF6-, dissous dans un solvant organique. Voilà, on vous demande de donner les réactions intervenant à chaque électrode et donc la réaction globale de la pile. Donc, on vous dit que la borne positive, c'est le dioxyde de manganèse. Ce qui veut donc dire que le dioxyde de manganèse va se réduire. D'accord? Puisque du coup, la bande positive, c'est la cathode. Ça va se réduire en MnOOH. Donc si je veux équilibrer ça, du coup, Mn, c'est bon. Oxygène, c'est bon. Il manque juste des protons. Donc plus H+, plus électrons. Au niveau du coup de l'anode, c'est du coup une oxydation. Et donc, je vais avoir le lithium qui va donner Li+, plus un électron. Donc, l'équation globale, ici, bon, 1 pour 1, ça me donnait du coup MnO2 plus H+, plus Li donne MnOOH plus Li+. D'accord? Et là, comme on travaille sur les capacités de pile, je vous conseille toujours de marquer à côté le nombre d'électrons échangés, parce que ça, on s'en sert pour calculer la capacité de la pile. Bon, ici c'est 1. En tout cas, gardez-le en mémoire que du coup, pour équilibrer l'équation de la pile, vous avez pris le nombre d'électrons qui est égal ici à 1. Dans l'exemple précédent, c'était 2 par exemple. Mais gardez-le de côté, ça vous servira pour après. Donc ça, c'était pour la première question. On demande de déterminer la quantité de matière de lithium, sachant qu'on a mis une certaine masse, on a mis combien? On a mis 2 grammes de lithium. Donc la quantité de matière de lithium, par définition, du coup, c'est sa masse sur sa masse molaire. Alors, ça nous fait du 2 divisé par combien? Par 6,94. Ça fait du 0,29. Mol. Et donc, on vous demande d'en déduire la quantité de matière d'électrons. Et c'est là où le N intervient. D'accord? Puisque du coup, la quantité de matière d'électrons, par définition, c'est N fois l'avancement de la réaction. Ok, donc c'est pour ça que je vous dis de stocker toujours le N, pour savoir combien il vaut. Et ce N, ce n'est pas le nombre d'électrons échangés pour chacune des réactions, ce n'est pas la somme des électrons, c'est le nombre d'électrons qui nous a permis de simplifier
les électrons. Ok, donc c'est multiple commun qui permet du coup de simplifier les équations. Donc, gardez le bien en tête parce que souvent je vois dans les copies, vous sommez 1 plus 1, ça fait 2. Voilà, n'importe quoi. Donc c'est le nombre d'électrons qui nous a permis de simplifier. Tout simplement. Et ça ne correspond donc pas forcément au nombre d'électrons qui est changé dans chacune des demi-équations. Ok? Et donc l'avancement, bien ici, du coup, c'est donc n, bon, ça vaut 1. Et l'avancement, je regarde mon équation de bilan. Et donc ici, l'avancement, c'est la quantité de matière de lithium divisé par 1, puisqu'ici, le quotient stoichiométrique vaut 1. Ok? Mais les 1 qui sont là et les 1 qui sont là n'ont pas la même origine. Le 1 qui est là, c'est le nombre d'électrons échangés. Le 1 qui est là, c'est le coefficient stoichiométrique qui a devant le lithium dans l'équation bilan. Là, ça marche bien. On vous fait un exemple facile où c'est 1 et 1, mais ce n'est pas toujours le cas. Dans le cours, on a fait des exemples où ce n'était pas 1 et 1. Donc pensez-y. Et en TP, vous ferez des exemples où ce n'est pas 1 et 1 également. Donc le nombre d'électrons échangés, c'est le nombre d'électrons échangés dans l'équation bilan fois l'avancement. Et après, on calcule l'avancement comme on a fait 10 000 fois. On l'a refait pour le dichromate. C'est toujours la quantité de matière divisée par le coefficient stoichiométrique, l'avancement. Donc ici, on a également 0,29 mol d'électrons. Et donc, il faut multiplier par la constante de Faraday pour avoir en coulomb. La constante de Faraday, c'est... Moi, ici, on donne 86 500 fois 0,29. Et ça fait du coup du 2,8 10 puissance 4. Donc la charge, c'est donc du coup 2,8 10 puissance 4 coulombs. Et on vous demande de comparer à d'autres piles pour lesquelles on vous donne en ampères heure, kilogramme. Donc il faut convertir des coulombs en ampères heure. Alors, un coulomb, c'est donc c'est 1 ampère seconde. Donc si je veux convertir du coup ça en ampère heure, une seconde, c'est 1 sur 3600. Ampère heure. Ok, une seconde, c'est plus petit qu'une heure. Donc je prends ça, que je divise par 3600. Donc j'ai dit combien? 2,10 puissance 4. Ça me fait du 7,8 ampères heure. C'est-à-dire que cette pile, elle peut délivrer 7,8 ampères pendant une heure. Donc c'était pour 2 grammes. Donc si je veux ça en ampères heure par kilogramme, il faut que je divise par les 2 grammes. Donc la capacité électrique, on la note comment? Cm. Donc c'est la capacité divisée par la masse. Donc ça fait du coup ce 7,8 que je divise par 2 grammes. Et donc 2 grammes, c'est 0,002 grammes, 2 kg. Et ça me fait du 3900. Donc ampères, heure, et là par kilogramme. Et donc si je compare aux autres piles, que peut-on dire pour la pile au lithium? Eh bien sa capacité massique est vachement plus grande.
Donc c'est vachement plus pratique pour les appareils portables. Parce qu'ici on vous dit qu'on met ça dans les téléphones portables et dans les appareils photographiques. Donc c'est quand même vachement plus pratique. Et donc, calculer l'autonomie en années, sachant que le courant débité est de 0,2 mA. Donc, on sait que ça fait 7,8 ampères-heure. La charge, c'est le courant fois le temps. Donc le temps, c'est donc la capacité de la pile divisée par le courant que je lui fais débiter. Donc ça fait du 7,8 divisé par 0,2. 10-3, parce que ici du coup on est en milliampères. Donc ça fait du 3,9 10 puissance 4. Et donc il faut convertir ça en années. Et donc combien il y a d'heures dans une année? Il y a combien de jours dans une année? 365. Il y a combien d'heures dans une journée? 24. Donc ça fait 8760 heures par an. Donc il faut prendre ce chiffre-là qu'on divise par les 8760 heures par an. Et donc ça me fait du 4,5 années. Donc ça, c'est qu'on a un faible courant. 0,2 mA, une montre, quoi. C'est pas votre tablette ou votre téléphone portable où on est à 0,2 mA. On est à beaucoup plus que 0,2 mA dès qu'il y a un écran.